Bon, l'avantage quand on fait le programme, c'est que on sait quand on se met. Et donc moi je me mets après Daniel, comme ça vous avez vu des slides sophistiqués, puis vous allez voir des slides minimalistes. Alors ma fiche de lecture, c'est sur The Machine. Alors Justin Roth Marsh, c'est un Australien qui a commencé sa carrière comme danseur de ballet. Et puis ça payait pas très bien, donc il s'est mis comme commercial. Ça payait beaucoup mieux. Et puis il a travaillé le sujet de la vente en y appliquant la théorie des contraintes. Vous sentez qu'il y a comme un truc là, hein, théorie des contraintes, on entend beaucoup parler depuis ce matin. Un truc. La fonction vente, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et pour tout le monde. Et il y a un certain nombre de symptômes qui font qu'on n'est pas content de la fonction vente. Les vendeurs, ils ne bossent pas assez. Ils s'occupent toujours de régler les problèmes des clients et pas aller chercher des nouveaux clients. Et puis, en général, quand ils ont trouvé un bon client, ils passent leur temps à déjeuner avec lui et puis ils ne s'occupent pas des autres. Et puis, ils ne prospectent pas. Et puis, en plus, on a toujours des problèmes. Les vendeurs, les équipes de production, etc. Enfin, c'est des histoires sans fin. Mais en fait, ça vient du fait qu'on a tous 6 trucs en tête qui disent que la vente, c'est comme ça. Et que pour bien réussir la vente, c'est comme ça. Alors, il y a un premier qui est intéressant, c'est que c'est les stars qui vendent. Vous savez, le super vendeur. C'est tellement vrai qu'il y a une statistique qui dit que les résultats des vendeurs extravertis sont beaucoup plus faibles que les autres. Pourtant, les gens qu'on embauche le plus comme vendeurs, c'est des extravertis. Et les gens qu'on promeut le plus comme vendeurs, c'est des extravertis. Leurs résultats sont objectivement moins bons, mais on les promeut. Mais en même temps, on leur confie les dossiers un peu sensibles parce que lui, comme il est bon vendeur, il va vendre. Donc ils compensent comme ça leurs chiffres parce qu'on leur fait confiance, parce qu'on pense qu'ils sont bons vendeurs. La vente n'est pas faite par les stars. Quand vous avez une force de vente, en général, c'est la moyenne qui fait la vente. Ce n'est pas les quelques stars qui sont un peu pénibles. J'ai employé une autre expression en vérité. La vente se fait sur le terrain. Ça aussi, c'est une croyance. On aime bien penser que, allez les gars, vous allez vite chez le client et c'est comme ça qu'on va développer les ventes. Alors, le client, ça fait très longtemps qu'il y a un truc à l'entrée, ça s'appelle l'accueil. Et donc, on n'entre pas sans un rendez-vous. Et puis, le rendez-vous, il y a un truc maintenant, ça s'appelle le barrage téléphonique et les filtres anti-spam. Donc, je veux dire, personne ne vous attend. Et du coup, une très grosse partie de la vente, elle se fait dans le renouvellement des commandes. Ah oui, c'est de la vente. Ah ben, ça représente quoi dans votre chiffre? Les ventes qui se sont faites toutes seules, qui se sont faites parce que c'est normal, oui, le client il rappelle, il dit à propos, tu me renvoies une caisse? Bah oui, c'est la vente. Alors, celle-là est intéressante, c'est pour améliorer notre vente, pour améliorer nos ventes, il va falloir qu'on augmente la conversion. À chaque fois qu'on voit un client en rendez-vous, est-ce qu'on fait une vente sur 10 ou une vente sur 2? Alors, il y a un moyen très simple de faire une vente sur 2, c'est d'éliminer les mecs qui... vaut mieux pas aller les voir parce que ça risque de plomber ma moyenne. Sauf que c'est justement le rôle du vendeur que d'aller voir tout le monde. En fait, c'est même mieux. Le rôle du vendeur, c'est d'être avec 4 rendez-vous par jour, 5 fois par semaine. S'il ne fait pas ça, il est sous-utilisé. Donc, la question de l'amélioration des ventes qui vient par l'amélioration de la conversion, c'est aussi contestable. Alors, quand vous demandez aux commerciaux, vous dites ouais, non, tous les clients, ils veulent un point unique. Hein, ils veulent pas... Alors, vous savez quoi? Les clients, ça les rassure vachement
de savoir que à chaque fois qu'ils appellent, quelqu'un est capable de leur répondre et est au courant de leur dossier et, voire même, peut leur apporter la solution. Même si le vendeur il est en vacances, malade, en congé, en vacances, vous avez noté que c'est la même chose, mais je voulais placer 2 fois. Bref, on n'est plus dépendant du vendeur, on a une vraie entreprise en face. C'est vachement rassurant. Alors, il y a la légende qui reste que le point d'accès unique, c'est une faveur qu'on offre aux fournisseurs. Enfin, qu'on offre aux clients. Et alors, il y en a un dernier que j'aime bien aussi, c'est la relation personnelle. Ça, c'est la super excuse pour les vendeurs pour continuer à offrir des bouffes à leurs clients qui va commander de toute façon. Ah oui, donc c'est pas grave. J'améliore la relation que j'ai parce que pour la vente, c'est vachement important. Et la première fois qu'il a vendu, il avait quoi comme relation? Rien. La relation, elle est la conséquence de la vente et du fait que ça se passe bien. Alors une fois qu'on a fait... Ah ouais, et le sommet, c'est le fait de dire que le mieux, c'est que le vendeur, il soit quelque part comme s'il avait sa propre entreprise avec ses propres clients à lui. Alors, bad news, ce n'est pas des clients à lui, c'est des clients de l'entreprise. À moins que vous vouliez qu'il parte dans l'entreprise d'à côté avec ses clients à lui. Pas souhaitable. Donc, si on n'est pas capable de réviser ces 6 axiomes, on est insatisfait de ces ventes et on ne peut pas remettre en cause l'organisation de ces ventes. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que la plupart des organisations n'arrivent pas à remettre en cause l'organisation de leurs ventes. Alors lui, il propose une nouvelle organisation dans laquelle on va centraliser tout ce qui est le scheduling, c'est notamment qui fait quoi et qui répond comment. Et donc on centralise au niveau d'une personne qu'il qualifie quasiment de executive assistant. Il dit c'est une assistante, mais de niveau celle qui s'occupe de l'agenda du CEO et qui sait du coup si on peut mettre ce rendez-vous ou pas. Elle n'a pas besoin de lui demander, elle sait que ça va être bon et elle sait que ça va être compatible avec le reste de son agenda. Donc une personne qui est dédiée, qui a la tour de contrôle de l'activité et qui n'est pas le commercial. Donc il fait une différence entre les deux. Il faut standardiser les flux. Alors ça, c'est assez classique de dire que c'est assez classique parce qu'il y a le CRM maintenant. De dire que bon, ben voilà, il y a différentes étapes. Il faut spécialiser les ressources. Et ben, vous avez plein de ressources dans l'entreprise pour la vente, mais si tout le monde fait la même chose, eh bien, on perd le bénéfice. On est dans le multitasking et on n'a pas la capacité à remplir en permanence le pipe de celui qui est sur le terrain et à assumer toutes les autres demandes des clients pour faire ces fameux 80% de ventes qui ne se font pas sur le terrain. Donc c'est la proposition là est de faire rentrer dans la force de vente les notions qu'on a mis dans le reste de l'entreprise. L'industrialisation. Dans l'usine, ça fait longtemps qu'on a spécialisé les tâches. Ça fait longtemps qu'on a centralisé l'organisation du mois. Ça fait longtemps qu'on a travaillé sur des flux standards. Et la force de vente, pour une raison absolument incompréhensible, non, pas pour une raison incompréhensible, pour les 6 raisons qu'on a vues avant, est restée sur cette mode de fonctionnement artisanal. Alors pour spécialiser les ressources, ça veut dire qu'il y a la promotion, c'est ceux qui font le marketing pour ramener des gens intéressés. Il y a tout ce qui est administration, tout ce qui est les rapports, tout ce qui est les prises de rendez-vous, tout ce qui est l'organisation des voyages, etc. Il y a la vente elle-même. Alors, il appelle vente tout ce qui est les conversations qui sont utiles. Le reste, ce n'est pas de la vente.
le fameux déj avec son client qui est vachement sympa et avec lequel on entretient une bonne relation et donc du coup la vente va rester, c'est pas au même endroit. Les technico-commerciaux, c'est dans certaines ventes, il faut aller chercher une info très particulière, très propre à chaque client. Et ça demande des gens qui ne sont pas des vendeurs, mais qui sont des techniciens. Et qui ont donc un rôle différent. Et on ne va pas leur demander de faire la vente, on va leur demander d'aller pour la visite pour récupérer toutes les datas importantes. Et après ça, il y a des activités qui sont encore une fois au bureau et pas sur le terrain, qui sont toutes ces activités d'automatisation, de répondre aux demandes, de faire les cotations, faire les devis, etc. Le dernier point sur la nouvelle organisation, c'est formaliser le management. Et ça, c'est un sujet qui dépasse ce livre, puisque très souvent, on met des gens à des postes de manager et on ne leur dit pas ce que ça veut dire que manager. Hein, on ne dit pas, ils n'ont pas une fiche de tâche. Et ils ne sont pas au courant qu'ils sont là pour faire en sorte que les gens s'élèvent. Ils n'ont pas la mission de les former, ils n'ont pas la mission. En revanche, les tableaux, ça, ils savent faire. Et puis, alors, si avec les tableaux, on peut voir les primes qu'on donne aux uns et aux autres, ben, c'est génial, on a automatisé le management. Voilà, je vous disais que c'était un livre qui faisait le lien entre la théorie des contraintes et la vente. Ben, il n'y a plus de vendeur autonome. Le vendeur doit servir le goulet de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va vendre, c'est la valeur du goulet. On sait qu'on a une capacité qui est à son maximum. Si elle est on sait qu'une des capacités de l'entreprise, si elle a son maximum, donne la vitesse maximum de l'entreprise. Dans toute entreprise, il y a un truc comme ça. Il y a un service. Donc, Christine nous a montré tout à l'heure que c'était la soudure. Bon, ben, si la soudure fait 100% de son job, on peut arriver à faire, en théorie, 8 réservoirs par mois. Bon, ben, on ne vend pas plus que 8. Et on vend au maximum les 8. Ça devient la fonction du vendeur de servir le goulet. Et de ne pas surcharger le goulet en disant « Ah tiens, je t'ai vendu un petit truc, c'est pas un réservoir, hein, c'est juste un peu de soudure à faire. » Ah, ben, non, on n'a plus de capacité de soudure. Après, il parle d'un truc intéressant, mais je vous laisse lire le livre, entre le make to order, le make to stock et le engineer to order. Et en fait, c'est pas l'évolution que tout le monde voit. Vous savez, avant, on faisait des stocks et on les vendait, donc c'était le make to stock. Maintenant, c'est plus court, hein, on est capable sur demande de livrer. Et puis demain, ce qui arrive, c'est qu'on est en train de savoir qu'on sait faire, donc on le vend. Eh ben, ça dépend de où est votre goulet dans l'entreprise. Donc les 3 types de vente ont vocation à rester là et à s'organiser différemment. Et il l'explique assez bien. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir 4 jours par semaine, enfin 5 jours par semaine, 4 rendez-vous par jour par vendeur? Vous avez 20 ventes, enfin 20 rendez-vous. On ne va pas vendre à chaque fois. Il faut, dans son organisation, des gens qui font la promotion pour remplir le funnel de vente. Il faut un business coordinateur qui remplit l'agenda du vendeur de manière intelligente. Il faut des gens qui soient au service du client pour gérer toutes les petites demandes qui sont très utiles, qui sont très nécessaires, qui souvent amènent à des ventes. Ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. En fait, moi j'aime bien l'analogie des armées du Moyen-Âge qui, en fait, il y avait juste des soldats et ils passaient dans la campagne, ils se payaient sur la bête et puis ils allaient faire la guerre et puis hop, ils ravageaient comme ça d'un coin à l'autre. Donc en gros, l'armée, c'était le nombre de soldats. Aujourd'hui, pour un militaire américain qui est sur le terrain, il y a 20 gars qui sont derrière qui font la logistique. Ben, c'est un peu ça. Alors maintenant, ça coûte cher, ça. Hein. Puis en plus, un vendeur sur le terrain, ça coûte une blinde. Alors qu'est-ce que ça rapporte? Un vendeur qui a 20 rendez-vous par semaine. Il va faire quoi? Une vente? 2? C'est bien le minimum, non?
Ça vous rapporterait combien, vous, en chiffre d'affaires, d'avoir 1 à 2 ventes par semaine qui tombent comme ça et que ce n'est pas vous? De quoi payer un salaire? De quoi payer les 3-4 autres salaires? A priori, c'est un bon système. Ah ouais? Il faut changer le business model. Et là, bien sûr, ce livre a un truc fabuleux, c'est qu'il recommande lui aussi de ne pas payer les vendeurs à la commission. Donc voilà pourquoi vous devez absolument lire ce livre. Avant la pause... J'ai une question rapide sondage, parce que depuis des années Juste une question rapide sondage depuis des années qu'on essaie de documenter et de convertir ceux qui payent encore des primes individuelles à leurs commerciaux. Je sais qu'on est dans l'écosystème Melsion, donc vous l'entendez depuis au moins une dizaine d'années. Un petit sondage. Qui paye encore des commissions ou des primes individuelles à des gens qui font de la vente, la signature de contrats avec des clients? Bon, ben on a de quoi parler pendant la pause, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un a abandonné le système de primes et de commissions pour passer totalement au fixe? Voilà. Ben, très bien, donc encore une expérience aller-retour intéressante. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons faire le tirage au sort pour savoir qui va gagner le week-end avec la X2. Et bonne nouvelle, je sais que vous êtes un peu tendu parce que vous voyez le nombre de personnes dans la salle et vous vous dites ça va être un peu chaud. Il n'y a pas un week-end, il n'y en a pas 2, il y en a 3 qui sont mis en jeu. Oui. Alors la petite main innocente, je pense qu'on a Gauthier avec sa petite main innocente. Pour ceux qui le connaissent, c'est pas vraiment le terme qu'on emploierait. Ah, voilà. Tu veux le micro? Ah, oui. Ah, est-ce qu'on peut remettre sa carte? Il est trop tard ou on peut remettre sa carte? Alors, est-ce qu'on va permettre un rush de dernière minute sur les cartes? Mais bien sûr, le plus on est de fous, le plus on rit. Faites passer les cartes devant. Non. Ah, ben, il y a ceux qui étaient sceptiques qui n'y croyaient pas. Hein. Merci. Encore. D'autres. Tiens, Gauthier. Eh bien, dis donc. Il y a encore quelque chose qui passe. Il y a des cartes. Il y en a des malins qui font passer leur carte de visite avec des billets pour Gauthier. Et je recommande cette opération. Il y a des enfants qu'il vaut mieux avoir en photo qu'en pension. Non mais, Jean-Christophe, il y a ceux qui ont compris les probabilités et qui ont 3 ou 4 cartes de visite. Alors, ceux qui ont mis 3 cartes de visite, ça va se voir à la fin. On annulera parce que à la fin, on va faire un état de toutes les cartes. Attention, le moment est solennel. Gauthier va plonger sa main innocente dans le magma de cartes de visite. Il va sortir quelque chose. On ne sait pas très bien quoi. Valérie Carlotti. Valérie, tu vas pouvoir te balader avec la nouvelle X2. Bien joué. Un bulletin. Alors, Séverine Alaco. Ouais. Ah bah. Et ben voilà. Séverine Alla. Bien joué. Dernière chance. Et là,
il y a quand même, on peut se dire, peut-être des chances que ce soit un homme, parce que, je veux dire... Mais il n'y a rien d'évident là-dedans. Eh ben Valérie de... ben non, vous n'aurez pas. De la Lande. De la... Alors, merci à tous déjà pour votre participation. Donc, les trois vont recevoir un mail qui leur permettra de nous contacter et vous choisirez le week-end de votre choix. Voilà. Et là, on peut remercier BM qui nous fait rêver encore. Hein. Merci à vous. Merci de votre accueil.